Docteur Abergel, bonjour. Je vais peut-être vous demander de vous présenter, de nous dire où vous travaillez, votre centre d'intérêt peut-être. Oui, bien sûr, je suis cardiologue évidemment, je fais surtout de l'imagerie, je travaille à la clinique Saint-Augustin à Bordeaux. Je fais avant tout de l'échographie cardiaque et depuis plusieurs années, j'ai une activité non négligeable d'IRM cardiaque également. Et là, vous avez présenté une communication sur la quantification de la fuite aortique. C'est ça. Et donc, première question qui me vient, c'est quantification de la fuite aortique, on ne sait pas faire, il y a un problème, c'est pas clair, on peut faire mieux. Alors il y a de tout ça, je pense qu'on sait faire, néanmoins au prix de temps en temps d'un travail qui peut être un petit peu plus long que ce qu'on croit quand on débute l'évaluation. Pour bien comprendre, ces dernières années nous ont apporté certains paramètres essentiellement basés sur le Doppler couleur, en particulier le diamètre du jet dans la zone la plus rétrécie qu'on appelle la vena contracta et ce qu'on appelle également la zone de convergence, la fameuse PISA, qui vous permet de donner une surface d'orifice régurgitant. Lorsque ce Doppler couleur est de bonne qualité, on a deux paramètres qui sont robustes. Le problème, c'est que quand la couleur ne donne pas l'orientation adéquate pour faire ces mesures, on se trouve assez vite démuni. Et en particulier, certaines sociétés savantes, notamment maintenant, ne recommandent plus ce qu'on appelle la fraction de régurgitation, que pourtant je pense qu'il faut continuer à faire. Et finalement, il ne reste quasiment plus rien pour quantifier cette fuite, si ce n'est le fameux Doppler pulsé dans la crosse aortique. Tout ce qu'on peut continuer à faire, c'est quand on est sur son coup, il faut se connaître ses limites, non? Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que même si on a une très bonne technique et qu'on travaille très proprement, il y a vraiment des cas où ce Doppler couleur est inaccessible. Et je crois que c'est cette partie-là où, pour la quantification pure, c'est vrai que là, on rentre dans des problématiques d'imageurs, mais on est tous convaincus qu'il faut quantifier. On est tous convaincus qu'on ne peut pas se contenter de dire oui, la fuite est assez importante. On est convaincu que ces critères de quantification, à ces critères sont adossés des critères pronostiques. Donc il faut quantifier. Et le danger, je dirais, c'est de temps en temps, c'est de se dire j'ai pas, mais je vais faire comme si j'avais. Et encore une fois, quand j'ai pas, finalement, je peux me retrouver assez démuni. Parce qu'il faut se souvenir qu'un paramètre ne va pas suffire. Il nous faut plusieurs paramètres. Il faut que ces paramètres, évidemment, soient concordants pour que là, on soit fiable. Derrière, il y a une décision petite. Ouais. Le patient, on va l'envoyer au bloc, on ne va pas l'envoyer. Et la décision repose souvent sur une interprétation, sur le passage du quantitatif au semi-quantitatif. On parlait tout à l'heure de fuite pas très importante. Comment on aborde ce problème? Est-ce que c'est clair? Alors, il y a une double approche là-dedans. Il y a la façon dont on va rapporter ça sur le compte-rendu. Et ça, c'est quelque chose de pas clair. Si on regarde simplement, une fois qu'on a bien travaillé, quel est le nom qu'il faut mettre sur sa conclusion? Est-ce que on va appeler ça une IA moyenne importante? Est-ce qu'on va appeler ça une IA grade 3, comme font encore certains? Et ça, c'est très français. L'IA grade 3 faisait référence au grade angiographique. Aujourd'hui, on n'utilise évidemment plus l'angiographie pour quantifier les fuites, et pourtant, le fait est que la majorité des cardiologues français continuent à coter en grade, alors que dans toutes les sociétés savantes maintenant, on nous parle de fuites modérées, moyennes. Il y a également un faux ami, le moderate en anglais, qu'il ne faut surtout pas traduire en modéré, mais qui sont ce qu'on appelle des fuites moyennes. Et maintenant, on a des nouvelles recommandations américaines qui commencent à mixer ces fuites modérées, moyennes avec la clinique, si bien qu'on a des stades, stade A, stade B, stade C. Bref, je crois que ce problème n'est pas mineur du tout et qu'il y a une nécessité d'homogénéité de ce langage, et ça, c'est un travail à faire. Et un besoin de formation. Et un besoin de formation. Et l'autre élément de réponse, c'est qu'une fois qu'on a quantifié, pour évidemment prendre la décision, là on va passer sur autre chose, il y a évidemment tout le reste. Le patient est-il symptomatique ou non? Quelle est la tolérance ventriculaire en termes de diamètre, en termes de diamètre télésystolique en particulier, en termes de fraction d'éjection ventriculaire gauche, quelle est sa capacité à l'effort? Bref, beaucoup de choses qui bien sûr vont alors pousser ou non vers la décision, mais il n'empêche que le numéro un, c'est d'abord est-ce que cette IA est-elle sévère ou non? On a parlé des limites de l'échographie et des échographistes, il faut bien le dire. Finalement, quand l'échographiste n'arrive pas à ses fins,
quels sont les outils qu'il a à sa disposition, quels sont les outils modernes, vous savez auxquels je pense. Il y a incontestablement dans l'insuffisance aortique une vraie place pour ce qu'on appelle l'IRM. Une vraie place parce que l'IRM va pouvoir donner une approche de quantification. Alors curieusement, le seul outil de quantification, c'est la fraction de régurgitation, ce fameux paramètre que certaines sociétés savantes ont supprimé bizarrement de leurs recommandations. Mais bon, on a la fraction de régurgitation. Elle pose beaucoup de problèmes en IRM. À quel endroit va-t-on se positionner pour la mesurer? Donc tout n'est pas réglé. L'interprétation du chiffre n'est pas réglée non plus, mais incontestablement, c'est un paramètre qui commence à exister et un paramètre qui commence gentiment à être validé dans des études cliniques. Et puis l'IRM permet de mesurer les volumes ventriculaires en retrouvant cette constante qu'on connaît très bien maintenant, c'est que les volumes en IRM sont toujours plus larges que les volumes en échographie. On va bien sûr mesurer la FEVG et ce qui n'est pas anecdotique pour une fuite aortique, on va pouvoir dans le même temps faire une angio-IRM et donc avoir l'ensemble de la racine, mais aussi de la partie terminale, tubulaire, ascendante, horizontale de l'aorte. Donc beaucoup de choses qui incontestablement vont être très utiles pour la prise de décision. Capital pour la suite. Et donc en termes de traitement et de pronostic maintenant, est-ce que cette approche, est-ce qu'on en a mesuré les conséquences en termes d'incidence sur le pronostic des patients? On a beaucoup de paramètres, évidemment, pronostiques. Je crois qu'on a mûri. C'est-à-dire que quand on dit ce patient asymptomatique, on doit l'envoyer chez le chirurgien, c'est parce qu'on a en arrière-fond beaucoup d'indices qui nous font dire si on ne le fait pas, sur le plan pronostic, on engage le pronostic de ce patient. Et puisque vous me posez cette question, je reviens un instant sur l'IRM. La limite de l'IRM, c'est ça, c'est que la technique est jeune, qu'elle doit prendre du temps pour se maturer. Il faut que les études cliniques adossées à l'IRM puissent exister. Et par exemple, dans ce que je vous racontais, c'est-à-dire la mesure de la fraction de régurgitation, maintenant, ça c'était fait en ce qu'on appelle 2D flow. Et maintenant, on est en train de passer au 4D flow, qui est complètement fascinant sur le plan technique. Mais ça veut dire que déjà, cette technique qui n'a à peine été validée sur le plan clinique est déjà balayée et qu'on va rentrer dans autre chose. Et je crois que ce manque de validation clinique est un réel souci parce qu'on ne peut pas prendre les données d'IRM et raisonner avec ce qui a été validé grâce à l'échographie, parce qu'encore une fois, les fractions de régurgitation, on ne trouve pas les mêmes chiffres, les volumes ventriculaires, on ne trouve pas les mêmes chiffres, donc il va falloir recommencer ce travail de validation, et à mon avis, ça ne sera pas fait, et c'est ça qui va toujours être complexe à intégrer dans notre pratique quotidienne. Ce qui me suggère un deuxième mot de la fin. Le premier, c'était il faut que les cardiologues soient formés aux limites de l'échographie, même si c'est leur outil quotidien. Et d'autre part, il va y avoir besoin d'évaluation et d'apprentissage sur les techniques plus performantes, comme l'IRM. Absolument. Merci beaucoup pour votre intervention. Avec plaisir.